Bon, en tout cas, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus écouter les résultats de nos travaux sur les substances biocides menés dans le cadre donc du programme Opure, mais également du programme ANR Biocidatum et d'autres projets comme Biocidest. Donc Pierre, Pierre Martinage, qui a été en thèse dans le cadre de ces deux projets, qui est maintenant postdoctorant au LESU, va vous présenter ses résultats. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Merci bien. Du coup, bonjour à tous. Je vais essayer de tenir les 30 minutes pour qu'on puisse avoir la discussion juste après. Donc, comme l'a dit Adèle, moi, c'est Pierre Martinache. J'ai fait ma thèse au LESU, Laboratoire Environnement et Systèmes Urbains, et j'ai soutenu très récemment, le 30 janvier 2025. Et donc, cette thèse a été sous la direction d'Adèle et de Régis, et s'inscrit dans le programme Opure et aussi dans le projet Biocidatome, et s'intéresse aux usages des substances biocides dans la sphère domestique, aux expositions associées et aux rejets vers les eaux urbaines. Pour commencer, je vais vous parler des limites planétaires. Donc, c'est les limites qui sont en fait des seuils qu'il ne faut pas dépasser pour éviter de dégrader les conditions de vie sur Terre. Un premier article en 2019 du Stockholm Resilience Center a mis en place justement ces limites planétaires, et une mise à jour de ces limites en 2023 a montré que 6 des 9 limites étaient dépassées, et notamment une limite qui concerne les nouvelles pollutions chimiques. En effet, on observe qu'il y a plus de 110 000 substances chimiques qui sont actuellement en circulation au sein de l'Union européenne. Et donc, ce chiffre ne fait qu'augmenter et peut poser problème vis-à-vis de la sauvegarde de l'environnement. Et parmi ces substances, on retrouve les micropolluants avec différentes familles comme les PFAS, les HAP, les alkylphénols, ou encore les substances biocides qui sont aujourd'hui le thème de mes recherches. Les substances biocides, et le terme biocide peut être défini d'un point de vue étymologique comme étant des substances qui tuent la vie. Et d'un point de vue réglementaire, c'est des substances et des produits qui sont couverts par le règlement européen de 2012 qui définit 4 familles de produits. Le règlement, il liste également des substances qui sont autorisées et interdites en fonction des utilisations, mais on observe dans la littérature enfin, dans la littérature scientifique que ces substances sont pour la plupart utilisées dans d'autres contextes, à savoir les phytopharmaceutiques, les produits pharmaceutiques, des détergents, des produits vétérinaires ou encore des cosmétiques. Et on observe aussi que certaines substances sont autorisées dans un règlement et donc dans un usage, et interdites dans un autre. Ça nous mène donc à une ambiguïté sémantique en fonction de est-ce qu'on s'intéresse à l'action biocide ou à l'utilisation biocide, et donc plus d'un point de vue règlement. Et donc pour ça, dans le cadre de ma thèse et du projet, on a défini les substances biocides comme étant des substances qui possèdent une action biocide, donc qui permettent de tuer ou de rendre inoffensif un organisme nuisible, tandis qu'un biocide ou un produit biocide est un produit qui contient au moins une substance ou un mélange de substances biocides et qui sont utilisées dans le cadre du règlement biocide. Ces substances biocides, elles peuvent représenter des effets sur la toxicité humaine, et notamment des allergies, des effets nocifs sur les systèmes nerveux et respiratoires, induire de l'antibiorésistance chez les êtres humains, et également des effets génotoxiques ou cancérigènes. On observe également des effets écotoxicologiques, avec notamment une accumulation de ces substances dans les écosystèmes aquatiques, qui peuvent mener à des effets délétères pour les différents maillons de la chaîne trophique, comme les algues ou les daphnies, et provoquer des dommages à l'ADN ou encore des anomalies de reproduction. Dans la littérature scientifique, les articles s'intéressent beaucoup aux substances biocides à travers une approche mono-usage, avec notamment l'usage phytopharmaceutique dans le domaine agricole, l'usage dans les matériaux de construction et les usages en tant que désinfectants. Mais on observe peu d'études sur les usages de substances biocides dans la sphère domestique, alors que pourtant on a vu précédemment qu'il y avait une diversité d'usages. On peut quand même évoquer l'étude de Nunez et al. En 2024, qui s'est intéressée aux usages des désinfectants dans la sphère domestique en Australie, et l'étude de Tessier et al. En 2023, en lien avec l'étude Pestiome de l'ENSES, qui visait à étudier les produits pesticides dans les logements. Ces deux études se sont questionnées sur l'exposition et les risques sanitaires induits par les produits. Et on a enfin une dernière étude d'Auburtin et al. En 2005 qui s'intéressait aux produits biocides dans la sphère domestique, et qui, cette fois-ci, a mis en avant que les biocides ne représentaient pas un risque identifié par les consommateurs, car ils considéraient que les quantités étaient trop faibles dans les produits qu'ils utilisaient. Donc,
peut cependant se questionner sur la validité de cette conclusion actuellement. En effet, ça fait plus de 20 ans que cette étude a été publiée, et donc on pourrait imaginer que les conclusions ont pu évoluer. Au sein du Lésieux et au sein du programme Eau pure, les biocides sont étudiés depuis maintenant plus de 10 ans, notamment à travers le ruissellement du bâtiment, via les thèses d'Antoine van der Voorde en 2012 et de Claudia Payens en 2019. Et pour entrer plus en détail dans la thèse de Claudia Payens qui concerne plus les substances que j'ai étudiées, elle a pu mettre en place un développement analytique pour 18 substances qu'elle a priorisées et elle a conclu avec les prélèvements qu'elle a réalisés à une ubiquité des substances biocides dans les eaux urbaines, une augmentation des concentrations entre l'amont et l'aval de l'agglomération parisienne et quand elle a pu faire des comparaisons entre temps de pluie et temps sec, elle a pu montrer qu'il y avait une double origine des substances biocides qu'elle a pu étudier, à savoir une origine domestique pour une part et le ruissellement pour l'autre part. De plus, dans les articles scientifiques, il a été mis en avant une sous-estimation des sources domestiques dans les études environnementales pour les substances biocides. Et donc, suite à ça, Adèle a eu la merveilleuse idée de mettre en place le projet Biocide Atome financé par l'ANR, qui a débuté en 2021 et qui se termine cette année, et qui avait 4 objectifs différents. Le premier sur les utilisations de substances biocides dans l'habitat, le second sur les émissions et les risques sanitaires dans la sphère domestique, le troisième sur l'estimation des flux depuis les logements vers le milieu récepteur, et le quatrième sur des évaluations de mesures de contrôle à la source. Ce projet a été réalisé en collaboration avec le programme Eau pure, mais également en partenariat avec l'ENSES, l'INERIS et le CSTB, avec lequel on a pu mettre en place le projet Biocide Dust. Ma thèse s'intègre particulièrement dans les tâches 1 et 2 du projet Biocide Atome sur les usages, les émissions et l'exposition, mais également dans le programme Eau pure à travers l'action R2.3 sur les polluants émergents dans le continuum urbain. Et comme je vous l'ai dit, donc, le projet Biocide Atome s'intéresse aux substances biocides dans les logements et notamment, on fait un focus sur la sphère domestique parce que il a été montré que l'être humain passait en moyenne 67% de son temps dans les logements par jour. Pour étudier la contamination dans la sphère domestique, nous avons sélectionné 3 matrices d'intérêt: l'air intérieur, les poussières et les eaux grises. L'air intérieur étant défini comme étant l'air qui est dans l'environnement intérieur et qui est séparé en 2 fractions, la particulaire et la gazeuse. Les poussières sédimentées qui sont définies comme les matières particulières de taille variable déposées au sol, et les eaux grises qui correspondent aux eaux usées domestiques à l'exception des eaux vannes, avec là aussi une fraction particulière et une fraction dissoute. Nous avons utilisé les 3 matrices, pour avoir des indications sur les pratiques. En effet, plusieurs études ont déjà utilisé ces matrices pour avoir des liens, enfin pour établir des liens entre les produits utilisés et la contamination de l'environnement. L'exposition a été étudiée à travers les 2 premières matrices, donc l'air intérieur et les poussières sédimentées, et les eaux grises ont pu nous servir pour faire des calculs d'estimation du transfert vers le milieu récepteur. Dans le cadre de ma thèse et également dans le cadre du projet Biocide Atome, on a établi une liste de 29 substances biocides réparties en 10 familles chimiques. Ces familles sont, pour celles qui sont en bleu, issues de la thèse de Claudia Payens et de la priorisation qu'elle avait réalisée en fonction des usages sur les matériaux du bâtiment, de la faisabilité analytique et des critères d'écotoxicité et de toxicité. Et nous avons ajouté 11 substances qui sont ici en verte et qui correspondent à des usages en tant qu'insecticides, de lutte contre les nuisibles ou de désinfectants dans les logements. Durant toute la présentation, j'ai attribué un code couleur aux différentes familles chimiques que je vais reprendre pour faciliter la compréhension. Et donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans la bibliographie, l'occurrence, des, substances biocides sélectionnées en fonction des différentes matrices. Et donc pour l'air intérieur, j'ai pu recenser 13 études qui se sont intéressées aux substances biocides, priorisées et 10 qui ont été, étudiées, majoritairement des pyréthrinoïdes qui étaient présents en concentration entre 0,01 et 100 nanogrammes par mètre cube avec principalement une approche phytopharmaceutique. Ensuite, beaucoup plus d'études concernant la matrice poussière avec quasiment 50 études pour 24 substances parmi les 29. Là aussi, beaucoup d'études sur les pyréthrinoïdes et des teneurs entre 0,1 et 1 million de nanogrammes par gramme et une approche phytopharmaceutique, même si on a pu noter quelques études qui essayaient de faire du lien entre les usages de produits et les concentrations.
Enfin, la matrice eau-grise, qui était celle qui était largement moins étudiée, avec seulement 6 études pour 13 substances étudiées, avec des concentrations entre 10 et 1 million de nanogrammes par litre, malgré le fait que les articles montraient que ça permettait d'avoir un proxy des usages et que ça permettait d'étudier la réutilisation des eaux grises. Les articles ont également mis en avant différents déterminants de ces concentrations et de ces teneurs, notamment est-ce qu'on se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ayant mis en avant des concentrations supérieures en intérieur par rapport à l'extérieur. Également la localisation géographique, et notamment la proximité avec les zones agricoles qui peuvent avoir un impact sur les substances utilisées dans les champs. Et la présence de mobilier ou de matériaux textiles qui peuvent émettre également des substances biocides. Ce qu'on peut conclure sur cet état de l'art, c'est qu'on a peu d'études qui concernent la caractérisation des usages domestiques de substances biocides, que les pyréthrinoïdes, qui sont des insecticides, sont les plus étudiés dans l'environnement domestique, qu'il y a peu de données sur la contamination des environnements intérieurs et sur l'exposition, et enfin qu'on n'a pas de connaissances sur le transfert de substances biocides depuis le domestique vers le milieu récepteur. Et donc, suite à ça, je me suis posé deux questions avec Adèle et Régis, à savoir quels sont les usages qui contribuent le plus à la contamination domestique et au rejet dans le milieu aquatique récepteur. Et ensuite, l'exposition liée à cette contamination représente-t-elle un risque pour la santé humaine? Et donc, pour répondre à ces deux questions, j'ai mis en place, je me suis intéressé à trois objectifs. Le premier, la caractérisation de l'utilisation des substances biocides dans l'environnement domestique. Le second, sur la mesure de la contamination domestique en substances biocides. Et le troisième, sur l'évaluation de l'exposition associée et les impacts sanitaires. Pour l'étude des usages, je me suis intéressé à la réglementation. J'ai pu récupérer des bases de données de consommation à l'échelle nationale, réaliser une étude sur la composition des produits dans les supermarchés et mettre en place un questionnaire. Pour la contamination domestique, j'ai d'abord mis en place et validé les protocoles de prélèvement et d'analyse. J'ai pu recruter également des volontaires à travers le questionnaire pour réaliser des prélèvements dans 39 logements franciliens et réaliser une analyse de 117 échantillons par chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem. Et enfin, pour l'exposition, j'ai mis en place, en collaboration avec l'ANSES, une méthode d'évaluation de l'exposition. Calculer donc, suite à ça, l'exposition en estimant une dose interne et enfin comparer cette dose interne avec des valeurs toxicologiques de référence. Et donc maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats, à commencer par les résultats sur les usages. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une double approche. Tout d'abord, une approche qualitative. Et donc là, on s'est rendu dans des supermarchés et l'objectif, c'était d'avoir des informations sur la composition des produits. Et on a étudié 5990 produits. Et on a aussi mis en place un questionnaire qui visait à étudier la perception des risques des habitants et leurs habitudes de consommation, pour lequel on a obtenu 219 réponses. Ensuite, une approche quantitative, où cette fois-ci, l'objectif, c'était d'avoir des données chiffrées. Et pour ça, on a recueilli 3 bases de données de consommation à l'échelle nationale, qui dépendaient des usages. Et ce qu'on a pu mettre en place, c'est une comparaison entre ces 3 bases de données et ces 3 usages pour estimer un usage majoritaire. Pour l'étude dans les supermarchés, donc les produits ont été répartis en 14 catégories que vous pouvez voir à gauche de ce graphique. Et en bleu, vous avez le pourcentage de produits pour chaque catégorie qui contiennent au moins une des substances qui a été priorisée, et en beige qui n'en contiennent pas du tout. Ce que l'on peut observer en vert, enfin encadré en vert, c'est que certaines catégories ne contiennent pas ou peu de substances biocides priorisées. Et à l'inverse, certaines catégories en rouge, comme les enduits, les colorants ou les peintures, contiennent quasiment toutes au moins une des substances biocides priorisées. Donc on peut conclure une forte présence des substances biocides priorisées dans les produits du quotidien, qui est cependant dépendante du type de catégorie des produits. Pour 10 catégories, on a observé que les isothiazolinones, qui sont des conservateurs, sont les plus fréquents. Mais en fonction de la catégorie, comme je l'ai dit, les substances fréquemment observées peuvent varier, notamment pour les insecticides, les désinfectants et les lingettes. Ici, j'ai repris le code couleur dont je vous parlais tout à l'heure en fonction des familles chimiques et vous avez représenté le nombre de produits de la catégorie contenant la substance. Pour les insecticides, les verts sont les plus présents, donc les pyréthrinoïdes. Et pour les désinfectants et les lingettes, on observe que c'est les bleus foncés, donc les ammonium quaternaires qui sont les plus présents. Concernant le questionnaire, pour lequel on a obtenu 219 réponses, on a diffusé ce questionnaire auprès de l'UPEC, de l'École des Ponts, sur les réseaux sociaux et dans un club de rugby. Et l'objectif de ce questionnaire, c'est dans un premier temps de présenter l'étude
aux participants, de recueillir des informations sur la caractéristique du logement, sur le mode de vie des usagers, sur la perception des risques pour l'environnement et pour la santé, et enfin des informations personnelles qui nous permettaient de dresser un profil socio-économique des répondants. Je ne pourrais pas présenter tous les résultats de ce questionnaire, mais je vais me focus sur les résultats de perception des risques. Il est tout d'abord à noter qu'on a eu beaucoup de réponses d'étudiants et de cadres, donc c'est un biais qu'on peut attribuer aux réponses. Et donc ici, vous avez les réponses des 219 Français. Ici, le code couleur, c'est de rouge, pas d'effet, à bleu foncé, très dangereux. Et à gauche, le graphique pour la perception des risques pour l'environnement, et à droite, la perception des risques pour la santé. Si l'on s'intéresse à la catégorie de lutte contre les nuisibles, on observe que déjà d'une, c'est la catégorie qui a la perception des risques la plus accrue. Et ensuite, et ça c'est une conclusion qu'on peut généraliser à toutes les catégories de produits, la perception des risques est plus accrue pour l'environnement que pour la santé. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on avait une approche également quantitative. Et là, l'objectif, c'était de comparer les usages entre eux pour identifier un usage majoritaire. Et donc là, je vous représente sur ce graphique la contribution de chaque usage à la somme des usages avec le code couleur suivant, c'est-à-dire que l'usage pharmaceutique en rouge, l'usage phytopharmaceutique en vert et l'usage biocide en bleu. La première observation, c'est qu'on n'a pas de rouge sur le graphique, donc que les pharmaceutiques sont très négligeables en termes de consommation à l'échelle nationale. Et ensuite, deuxième conclusion, c'est que les usages sont répartis pour les usages phytopharmaceutiques et biocides avec 5 familles pour chaque. Pour conclure sur les différentes études qu'on a pu faire sur les usages, on a observé que les isocésolinones sont les substances les plus observées dans les produits étudiés, que selon la catégorie de produits, les substances elles pouvaient varier, avec notamment les ammonium quaternaire dans les désinfectants lingettes et les pyréthénoïdes dans les insecticides, que les produits sont perçus comme plus dangereux pour l'environnement que pour la santé humaine, avec des produits de lutte contre les nuisibles qui sont perçus comme les plus dangereux. On a également observé que 2 usages étaient majoritaires, l'usage biocide et l'usage phytopharmaceutique. Et enfin, chose que je n'ai pas pu montrer là, mais on a observé aussi des variations de consommation, et notamment celles des ammoniums quaternaires qui ont été très utilisés pendant le Covid-19 en raison de leurs actions désinfectantes. Pour parler maintenant de la partie contamination, comme je vous l'ai dit, l'objectif à la fin, c'est d'avoir une évaluation de l'exposition. Et donc pour ça, on a besoin des données de contamination. Donc, on a mis en place des protocoles d'analyse de prélèvement et d'analyse pour les 29 substances biocides. Concernant l'air intérieur, le prélèvement était sur une semaine à l'aide d'une pompe avec un débit de 4 litres minute à 1,50 m du sol, principalement, la plupart du temps, positionné dans le salon. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au bout de la pompe, on a une cartouche qui est ici représentée en vue explosée. Et donc l'air passe d'abord par un impacteur à 10 micromètres, donc pour faire une première filtration. Ensuite, un filtre en quartz récolte la fraction particulaire et la mousse PUF récolte la fraction gazeuse. Concernant les poussières, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des sacs d'aspirateurs avec des prélèvements qui oscillent entre 1 et 365 jours. Et les prélèvements étaient uniquement faits en intérieur. Et enfin, pour les eaux grises, on s'est concentré sur 4 types d'eau grise domestiques différents. Les eaux grises de lave-linge, de lave-vaisselle, enfin de vaisselle manuelle, de nettoyage des sols et de douche. L'objectif à chaque fois, c'était de laisser les particuliers réaliser le prélèvement en leur donnant un guide et de ne pas du tout modifier leur pratique et de réaliser un événement, donc c'est-à-dire on prend sa douche en ayant bouché la sortie d'eau et ensuite on réalise un sous-échantillon de 1 litre. Pour la partie protocole d'analyse, je vais aller assez rapidement, mais l'objectif, c'était de réaliser une étape de pré-traitement si besoin. Donc, par exemple, pour les poussières, un tamisage et pour les eaux grises, une filtration sur GFF. Ensuite, une étape d'extraction, donc pour la phase gazeuse de l'air par ultrason. Pour la phase particulière de l'air, les poussières, et pour la phase particulière des eaux grises, c'était par micro-ondes. Et pour la phase dissoute de l'eau, c'était par SPE. Quand on avait extrait les substances biocides, on les concentrait. En effet, on parle de micropolluants, donc il faut forcément concentrer les échantillons pour pouvoir les observer après. Ensuite, une étape de préparation et une quantification par chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem. On pourra revenir dessus si besoin après. Et donc, on a pu recruter des volontaires pour réaliser des prélèvements chez eux, qui sont au nombre de 39.
Et on a fait des prélèvements pour les 3 matrices. Donc à chaque fois, c'était pas les 3 matrices. On essayait d'en faire le plus possible, mais tout le monde n'était pas forcément d'accord pour faire les 3 à chaque fois. Et on a également fait un recensement des produits biocides chez les gens, en même temps qu'on allait faire les prélèvements. Et ici, vous avez la carte à gauche pour les prélèvements de poussière sédimentée, donc 26 échantillons entre 2021 et 2023, et à droite pour l'air intérieur et les eaux grises, où on a des prélèvements entre 2023 et 2024 qui sont plus resserrés sur Paris, la Haute-Seine et le Val-de-Marne. Pour les résultats de contamination de l'air intérieur en Île-de-France, ici, vous avez les concentrations en nanogrammes par mètre cube pour les 7 logements, représentés sous une échelle logarithmique, avec toujours le même code couleur. La première observation, c'est que les concentrations les plus hautes sont observées pour l'IPBC, donc le dopropényl-butylcarbamate, qui est un conservateur et aussi une substance active. Ce qu'on a voulu aussi mettre en avant, c'est qu'on a essayé d'expliquer certaines concentrations anormalement élevées avec des caractéristiques du logement ou avec des pratiques un peu particulières. Et donc, par exemple, on a observé que les concentrations maximales de CMIT étaient observées dans des logements où la peinture avait été très récente, ce qui concorde avec notre étude sur les produits en supermarché. On a aussi observé que les logements dans lesquels les concentrations maximales en permétrine étaient observées concordaient avec une utilisation d'anti-moustiques 5 mois auparavant qui contenait la substance. Et donc, on a observé 28 des 29 substances qui ont été quantifiées au moins une fois avec des concentrations très variables selon la substance. Pour les poussières sédimentées avec les 26 échantillons, vous avez ici les teneurs en nanogrammes par gramme, toujours en échelle logarithmique et toujours le même code couleur. Les teneurs maximales sont observées pour les ammoniums quaternaires, donc les désinfectants, et notamment le BAC C16. Et cette fois-ci, on a pu expliquer, par exemple, une teneur anormalement élevée pour le fipronil avec un logement dans lequel on avait un chat qui avait été traité récemment avec un produit antipuce qui contenait du fipronil. Et donc toutes les substances ont été sélectionnées, sélectionnées ont été quantifiées au moins une fois, avec ici, là aussi, des teneurs très variables selon la substance. Et enfin, pour la contamination des eaux grises en Île-de-France, pour les 35 échantillons des 4 types d'eau, vous avez les concentrations en nanogrammes par litre, toujours en échelle logarithmique et en boîte à moustache, avec là aussi des concentrations très fortes pour les ammoniums quaternaires. On observe pour le MIT une concentration très élevée dans un logement où on avait justement un produit nettoyant qui contenait la substance. Et on retrouve dans le même logement que tout à l'heure, là où il y avait un traitement antipuce, une concentration élevée dans les eaux. Et donc là aussi, toutes les substances sélectionnées quantifiées ont été quantifiées au moins une fois et des concentrations qui sont très variables selon la substance et le type d'eau grise. Et on a voulu aller un peu plus loin dans les eaux grises et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les concentrations dans les eaux de vaisselle manuelle et les eaux de nettoyage des sols, qui sont en fait les 2 types d'eau que l'on a recueillis le plus, avec 11 pour les nettoyages des sols et 12 pour les vaisselles manuelles. Et ici, vous avez le même graphique en nanogrammes par litre, toujours en échelle logarithmique, mais cette fois-ci, vous avez pour chaque substance les nettoyages des sols en boîte à moustache hachurée et les vaisselles manuelles en boîte à moustache pointurée, enfin avec des pointillés, pardon. Ce qu'on observe, c'est que de manière générale, les eaux de nettoyage des sols sont tout le temps plus concentrées que les eaux de vaisselle manuelle. Ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que les eaux de nettoyage des sols recueillent les poussières qui, comme on l'a vu précédemment, sont très contaminées. On a aussi voulu mettre en lien les réponses du questionnaire et de perception des risques avec des concentrations. Et on a notamment pu observer que la perception des risques pour l'environnement lié à l'utilisation des produits de bricolage était corrélée avec la concentration en DDAC, donc c'est un désinfectant. Et c'est également un désinfectant qui est utilisé pour les toitures. Ce qu'on peut conclure sur la partie contamination, c'est qu'on a pu observer déjà de nombreuses substances qui ont été étudiées et détectées pour la première fois dans les 3 matrices. Les ammoniums quaternaires sont généralement les plus concentrés dans les différentes matrices. Et on a pu mettre aussi en lien les concentrations avec des métadonnées pour mettre en avant des déterminants, notamment la présence d'animaux et le lien avec la hausse de fipronil, la peinture récente avec la hausse d'isothiazolinone, ou encore la perception des risques qui augmentait avec la diminution de la concentration en DDAC.
Et enfin, pour terminer sur cet exposé, je vais vous parler donc de l'exposition, qui était le but un peu final de cette étude. Et donc pour ça, on s'est reposé sur une formule qui est assez simple. C'est un calcul du quotient de danger. En haut, on a l'exposition, donc le DI. Et donc voilà le DI. Et en bas, on a VTR, donc c'est les valeurs toxicologiques de référence. Et en fait, avec ce simple rapport, on va comparer la valeur avec 1 et on va voir si l'exposition est supérieure à la valeur de référence. Pour notre cas, on est dans un scénario d'exposition chronique secondaire. Chronique parce qu'on est sur le temps long et secondaire parce qu'on considère que ce n'est pas les gens qui forcément utilisent tout le temps les substances. Elles peuvent provenir de plein d'endroits différents. Et donc, notre VTR, qui est une appellation un peu générique, se transforme dans ce cas-là en AEL, donc c'est une dose d'exposition acceptable. Et on a fait ce travail pour plusieurs voies d'exposition, notamment les voies d'exposition ingestion, inhalation et cutanée. Ici, vous avez les différentes formules pour les calculs d'exposition selon la voie d'exposition. Et on a aussi fait ce travail pour différents profils avec des paramètres qui pouvaient varier. Et donc, ces profils-là, ça part du profil de l'enfant, ou enfin du bébé, jusqu'au profil adulte. Ici, vous avez le tableau qui recense tous les paramètres pour les 5 profils intermédiaires, enfin du bébé à adulte, avec l'âge, le poids corporel, taux d'ingestion de poussière, taux d'inhalation et les surfaces concernées par l'exposition. C'est des données qui sont assez classiques j'allais dire dans le milieu de l'exposition, mais ça fait un peu bizarre. Ensuite, la partie basse de la fraction, donc l'AEL, c'est les valeurs toxicologiques de référence. C'est des valeurs qu'on retrouve dans les différents dossiers d'évaluation réglementaire, à savoir les dossiers d'évaluation, enfin les rapports d'évaluation biocides et phytopharmaceutiques. Ici, vous avez la liste des valeurs retenues. Et pour les substances qui n'en possédaient pas, l'ANSES a mis en place une formule qui permet de calculer cette valeur en dérivant une OAL, donc une valeur qui est observée sans effet, avec des facteurs d'incertitude. Et donc, on a pu faire ça pour 4 substances. Et donc, notre exposition, on est parti dans un premier cas où on avait une approche pire cas, c'est-à-dire qu'on passait 100% de notre temps dans le logement et tout était absorbé par l'individu. On a fait la somme des 3 expositions, donc l'inhalation, l'exposition cutanée et voilà, enfin, par ingestion, et on obtient ce résultat. Donc là, ici, vous avez représenté le quotient de risque à chaque fois en puissance de 10. Et ce qu'on peut observer, c'est que, enfin, et pour chaque substance concernée, vous avez différents points qui concernent en fait les différents profils et si on s'intéressait à la valeur médiane ou à la valeur maximale des concentrations. Pour 5 substances, on observe des, euh, des quotients de risque qui sont dans la zone orange, donc c'est un risque modéré. Et du coup, on est parti de ce principe-là qu'on avait 5 substances qui étaient potentiellement dangereuses, enfin modérément dangereuses. On a voulu cette fois-ci changer notre approche, c'est-à-dire passer d'un approche pire cas à une approche plus réaliste. Et donc pour ça, on a pris le chiffre de tout à l'heure ici, là, le temps de fraction, enfin la fraction de temps dans les logements de 67%. Et on a considéré là aussi une fraction absorbée qui n'était plus de 100%, mais qui était propre en fonction de la substance et en fonction de l'exposition, enfin de la voie d'exposition. Et donc, quand on s'intéresse aux différentes formules, et ben en fait, ça change les deux paramètres ici, EF et F ingestion, F dermal et F inhalation. On a là aussi fait la somme des 3 voies d'exposition, inhalation, cutanée, ingestion, et on obtient cette fois-ci ce résultat-là, avec le même code couleur. Et on observe que bah, forcément, les quotients de risque diminuent parce qu'on passe moins de temps dans le logement et parce que moins de fractions, enfin moins de substances sont absorbées. Mais on a toujours 2 substances qui sont dans la zone orange, c'est-à-dire la zone à risque modéré, à savoir la terbutrine et le fipronil. Et on a aussi observé que les profils qui sont les plus à risque sont les profils du bébé et du bambin, donc c'est entre 1 et 5 ans, qui sont les plus exposés. Pour conclure sur cette partie d'exposition, on a pu donc mettre en place une approche pire cas qui a identifié 5 mélanges potentiellement dangereux, enfin modérément dangereux ou dangereux. Et lorsqu'on s'est intéressé à l'approche plus réaliste, on avait identifié cette fois 2 substances qui étaient modérément dangereuses, la terbutrine et le fipronil. Le profil du bébé était généralement le plus à risque, suivi du bambin. Et la voie d'exposition principale qui était la plus importante était celle par contact cutané.
Les différentes conclusions de la thèse que l'on peut retenir, c'est que dans un premier temps, pour les usages, les isothiazolinones sont omniprésents dans les produits du quotidien. Les ammonium quaternaires et les pyréthrinoïdes sont très présents, mais dans certaines catégories très spécifiques de produits. Les usages biocides et phytopharmaceutiques sont majoritaires en termes de quantité consommée. Et des produits qui contenant les substances biocides, enfin, les produits, pardon, qui contiennent les substances biocides sont perçus comme plus dangereux pour l'environnement que pour la santé. Pour la contamination dans les matrices environnementales, on a pu acquérir des premières données de contamination pour de nombreuses substances dans les trois matrices, et on a observé que les substances biocides sont ubiquistes en Île-de-France dans les trois matrices, avec généralement les ammoniums quaternaires qui sont les substances les plus concentrées, et plusieurs déterminants qui ont été identifiés, comme les peintures ou encore la présence d'animaux domestiques. Enfin, pour l'exposition aux substances biocides, on a identifié un risque potentiellement modéré pour la terbutrine et le fipronil, avec le profil des bébés et des bambins les plus exposés et une voie d'exposition par contact cutané prépondérante pour de nombreuses substances. Et concernant les perspectives, à la base, un autre aspect de la thèse qu'on voulait mettre en avant, mais qu'on n'a pas eu le temps de mettre en avant, c'est le transfert vers le milieu récepteur. Et donc pour ça, on a commencé par une approche préliminaire, qui est là pour l'instant, on est encore en train de travailler dessus, mais on a commencé ça, où l'objectif c'est d'estimer les transferts de substances biocides depuis les logements vers la Seine. Pour ça, on s'est basé enfin, on s'est imaginé à Seine-Centre et on a voulu calculer les flux de substances biocides dans les eaux grises. En se basant sur les débits moyens journaliers des eaux grises qui sont recensés dans la thèse de Steven Dehaye, donc pour les 4 types d'eau, à chaque fois pour douche, vaisselle manuelle, lave-linge et nettoyage des sols. Ensuite, on a calculé le nombre d'équivalents habitants à Seine-Centre pour l'année 2018, ce qui nous a donné un résultat à peu près de 700 000 équivalents habitants. Et pour chaque type d'eau grise, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ensuite calculé des flux d'eau grise en multipliant la concentration moyenne par le débit d'eau grise pour obtenir une valeur en grammes par jour par habitant. Et donc ça, c'était pour la partie eau grise. Et pour la partie eau usée non traitée, on s'est inspiré des résultats de la thèse de Payens en 2019, qui avait, elle, des flux en grammes par jour. Et donc, on les a divisés par le nombre d'équivalents habitants à Seine-Centre. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les flux d'eau grise avec les flux d'eau usée non traitée, pour voir si on pouvait attribuer les substances présentes dans la Seine avant traitement avec une origine domestique ou alors plus une origine de ruissellement ou industriel. Et donc, on a obtenu ce résultat-là. Si vous avez la part des flux des substances biocides d'eau grise par rapport au flux de substances biocides de Seine-Centre dans les eaux usées non traitées. Et ce qu'on peut observer, c'est déjà qu'on a pour deux substances des valeurs qui sont assez fortes, qui dépassent les 1000%. Donc pour ça, on a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, la première hypothèse, c'est l'hypothèse de la dégradation, des substances qui sont dégradées entre l'émission depuis les logements jusqu'au traitement en station d'épuration. On a aussi une hypothèse de changement de pratique. En effet, les prélèvements dans la thèse de Claudia Payens ont été faits en 2018, alors que moi, les prélèvements ont été faits en 2023. Donc là aussi, peut-être un changement de pratique, peut-être dû au Covid-19. Et ça peut être tout simplement dû aussi au fait que c'était pas forcément au même endroit. Donc voilà. Et je me suis aussi intéressé aux substances qui étaient en dessous de 10%. Donc c'est des substances qui sont du coup très peu présentes dans les eaux d'origine domestique. Ce qui concorde aussi assez bien avec ce qu'on a fait comme travail sur les usages. Parce que ici, par exemple, la molécule de MCPP, c'est une substance qui est beaucoup utilisée en tant qu'herbicide, donc plus dans les cultures. La carbendazime qui était plus dans les toitures, donc à l'extérieur des bâtiments. Et la terbutrine ici et l'isoproturon ici, pas mal aussi dans les champs. Donc voilà, c'est des résultats qu'on peut pour l'instant, on peut expliquer une partie et l'autre, on a encore un peu de mal, donc il faut prolonger un peu notre raisonnement. Et ils ont vocation à être publiés quand on aura plus d'informations là-dessus. Voilà. Je vous remercie, je vous remercie pour votre attention et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, soit dans le chat ou si jamais il n'y en a pas beaucoup dans le chat, directement à l'oral. Oui, je pense qu'on n'est pas très nombreux, donc si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou intervenir. Parce que parce que je crois pas avoir vu de questions dans le chat. Bon, ça va, je suis content, j'ai tenu les 30 minutes à peu près. Personne n'a de questions sur le
le travail ou des propositions pour les perspectives? Ouais, on n'a pas encore publié les articles, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Bonjour, je me permets de lancer, Oui, oui, il faut que quelqu'un se lance. Oui, pas de souci. Sabrina Guérin du SIAP oui, bonjour. pour les autres. Merci, c'était très clair. Et du coup, moi, je vais m'arrêter à la dernière diapo puisque ça concerne l'usine Seine-Centre. Ouais, Par rapport voilà, à cette remarque, et notamment par rapport aux origines de ces biocides, on voit que voilà, c'est pas uniquement du domestique, donc c'est probablement dû aux eaux que vous dites non traitées, donc ouais. probablement du ruissellement. Euh, voilà, ça d'une part, voilà, c'est uniquement une remarque, je ne sais pas trop comment on peut ouais, bien le mettre en avant. Et puis, l'autre question, c'est par rapport à l'évolution des tendances. Est-ce que cette cartographie, enfin, est-ce que cette image-là, elle est très différente voilà, d'il y a 10 ans? Voilà. Ça, c'était un peu ma question. Voilà. Relativiser ce constat. Alors effectivement, il n'y a pas forcément de données sur ces substances-là d'un point de vue évolution temporelle, parce que la plupart, c'est des polluants qui sont émergents et donc bah, forcément, les données elles sont assez rares, notamment en France où bah, il y a certaines de ces substances qui sont étudiées depuis longtemps, je pense à l'isoproturon, au diuron, mais pour les autres, c'est pas forcément le cas. Donc peut-être qu'effectivement, on pourrait pousser un peu plus l'analyse en réduisant encore plus la liste et en s'intéressant aux substances qui sont étudiées depuis plus longtemps, quoi. Mais en tout cas, Ouais. il y aura forcément des évolutions temporelles. Après, là, je peux pas donner d'informations sur comment elles évoluent, mais il y en aura forcément. Typiquement, Ouais. les isoproturons et le diuron, ils ont été interdits il y a entre 5 Oui. et 10 ans. Donc, il y a forcément des évolutions. Et puis, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les ammoniums quaternaires qui sont très Mm. utilisés, notamment pendant le Covid, ils avaient été très utilisés. Je pense que il y a quand même quelques traces de ça. Donc, Mm. peut-être que ça pourrait être Mm. intéressant, ouais. Après, pour l'ammonium quaternaire, c'est aussi un composé dans les produits dits rincés, c'est-à-dire dans le produit du quotidien, Ouais. dans les shampoings, les Alors, pas gels forcément dans les douche, shampoings, plus dans les produits ménagers. produits. Mm. Désinfectant. Mais Il y il a, me en fait, semble. les Ouais, ammoniums quaternaires, ils sont ouais, très utilisés bah, du coup, dans le domaine hospitalier en tant que désinfectant, dans les produits ménagers et puis aussi pour traiter, par exemple, tout ce qui est toiture, ouais. l'enveloppe du bâtiment, quoi. Donc finalement, ce côté volet cosmétique, parce qu'il me semble que c'est aussi un composant, mais peut-être que c'est marginal par rapport aux autres Ouais, usages. exactement. Effectivement, Mhm. c'est autorisé dans les cosmétiques, mais c'est très très rare et c'est de plus en plus rare qu'on les retrouve dans les cosmétiques. Mhm. Et il y a aussi une utilisation qui est de plus en plus rare, c'est pour le milieu médical. Les ammonium quaternaires sont utilisés dans certains produits contraceptifs aussi. Mhm. Mais bon, pareil, c'est très, très Mhm. minimal comparé aux autres utilisations. Mhm. Et maintenant, donc, il faudra voir le comportement de ces molécules dans nos usines, parce qu'elles vont être Ouais, en partie éliminées. ouais, oui, Ça, oui, on avait carrément. fait ça dans la thèse de Claudia Payen sur les, les éliminations dans les 2 stations d'épuration enfin, Ouais. dans Seine-Centre, C'est pas un Saint-Brieuc. centre, oui. Et On avait donc, le devenir dans le milieu récepteur, enfin, en oui, scène. Mhm. oui. Bah, du coup, effectivement, Claudia avait déjà étudié ça, mais elle avait fait que sur une liste de 18. Oui, Donc, les 11 autres, je ne sais pas si on a des informations là-dessus dans la littérature scientifique ou pas. très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? On a été extrêmement clair. Ouais.
Ça doit être ça, ouais. Euh, Je crois que, enfin, je peux aussi en profiter tant que personne n'a de questions. Il y a certaines personnes, je crois, je sais plus de quel département avaient participé à ces prélèvements. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que l'objectif derrière, c'est de faire un retour aussi aux personnes qui étaient volontaires, donc de leur envoyer les résultats de la contamination de leur logement et de leur fournir une sorte de fiche un peu des bonnes pratiques pour bah, déjà pas les faire stresser, parce que c'est pas parce qu'on retrouve telle concentration que forcément ils vont crever dans 2 jours, mais pour Merci. surtout leur donner des bonnes pratiques et leur dire que bah, on n'est pas obligé de désinfecter tout le temps, on n'est pas obligé d'utiliser des produits enfin qui contiennent une liste de composés qui sont très très longues. Donc voilà, l'objectif aussi derrière, c'est de faire un retour aux gens pour qu'ils aient le fin mot de l'histoire. Et là, dans les perspectives pour Opur 6, donc on va continuer à travailler cette question des flux. Donc peut-être Sabrina, on reviendra vers vous. Enfin, j'en ai commencé à en parler avec Julien et Régis parce que je pense que dans l'Observatoire de la ville, il y a des données de biocides. Donc là, les calculs, Oui. ils ont été faits avec les données de Claudia qui datent un peu. Donc c'est pour ça qu'on se Mm. pose la question. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde s'il y a des données quantitatives sur ces molécules-là un peu plus récentes pour faire des flux un peu plus récents, Oui. quoi. Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est Et intéressant. après, donc, oui, on va aussi donc, continuer sur l'aspect ruissellement que tu évoquais avec Marie-Christine pour essayer d'aller plus précisément, parce que Claudia Bayen s'était intéressée aux biocides issus du ruissellement du bâti, mais à l'échelle de la ville, enfin à l'échelle de l'aval Mm. du réseau d'assainissement, donc aval Mm. des émissaires plus dans le milieu récepteur. Mm. Rimsat qui est en ligne, elle essaye de faire des modélisations des stocks, donc ce sera l'année prochaine la soutenance, vous pourrez avoir des informations. Et avec Marie-Christine, on va s'intéresser un peu plus, encore plus à l'amont sur les ruissellements de bâtis et le devenir dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales à la source. Mm. Voilà, je ne sais pas si, s'il y a d'autres remarques, d'autres. Il y a une question dans le chat, ça, il faut que j'ouvre pour le. Alors, pour les bonnes pratiques, pourquoi ne pas aller au-delà de la population des volontaires? C'est une question. Je ne sais pas si Pierre, tu C'est veux Ouais, apporter ouais, quelque ouais, je veux chose? bien répondre. C'est une bonne question. Bah, pour l'instant, forcément, qu'on va se tourner vers les volontaires parce que c'est des gens qui étaient soit concernés par le sujet et qui voulaient avoir une information sur leur logement, ou alors qui n'étaient pas du tout concernés. En fait, on a un peu les deux profils. On a des gens qui étaient un peu déjà sensibilisés et d'autres pas du tout. Et donc, vu qu'on a fait les prélèvements chez eux, bah, naturellement, on va leur faire un retour. Maintenant, effectivement, on peut décider de mettre en place un document un peu référence et puis le diffuser. Mais ce genre d'actions, ils sont déjà réalisées par l'ADEME, qui a déjà mis en place quelques un peu flyers sur les bonnes pratiques de désinfection ou sur les bonnes pratiques d'utilisation des produits du quotidien. Donc voilà, eux, ils sont aussi, c'est une entité qui produit pas mal de ressources à ce niveau-là. Donc voilà, on n'a pas la même force de frappe que l'ADEME, donc on leur laisse ça. Et puis si jamais effectivement il y a besoin de faire un papier focus sur nos substances, et si en discutant avec l'ADEME on voit qu'il y a un besoin là-dessus, eh ben on le fera avec eux, je pense. Oui, donc l'idée de Pierre, c'est de remercier entre guillemets les volontaires en leur faisant un retour sur le projet et les résultats. Mais après, on va essayer de diffuser plus largement les résultats du projet. Donc, il y aura effectivement des publications un peu scientifiques, mais on va aussi organiser un séminaire, un colloque de présentation du projet. Donc, vous pouvez déjà noter la date, les 11 et 12 décembre 2025. Il y aura une journée un peu plus scientifique et une journée plus opérationnelle, entre guillemets. Donc, bientôt, vous aurez le programme, on diffusera et voilà. Et donc l'idée, c'est aussi de produire à cette occasion de ce colloque de fin de projet des flyers, enfin un peu tous les résultats un peu digérés du projet, donc notamment ces bonnes pratiques qui s'appuient sur ce dont a parlé Pierre sur les propositions de l'ADEME. Voilà, est-ce que
Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, François Chaumont. Oui, bonjour. Juste une petite question. Alors, j'ai raté quelque chose parce que là, en fait, vous avez travaillé sur sur les, comment dire, la sphère domestique, hein, donc avec l'air intérieur, les poussières, les eaux grises. Vous avez regardé en fait ce qui arrivait donc à Seine-Centre. Ouais. Et par rapport à d'autres sources de biocides, je pense dans des zones pavillonnaires, au jardinage, éventuellement des petites zones maraîchères, agricoles qu'il peut y avoir en zone périurbaine. Je veux dire, est-ce que vous avez une idée je sais pas comment dire, du ratio, enfin de la proportion, est-ce que c'est les mêmes types de polluants? Et puis, est-ce qu'un usage, on va dire, entre guillemets, agricole, jardin, génère plus ou moins en quantité que la sphère domestique? Enfin, euh, voilà un petit peu comment situer ces deux types de production, l'une par rapport à l'autre. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions en une, mais du coup, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu la loi Labbé qui visait à justement réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment pour les domestiques, enfin pour les particuliers. Et donc, depuis 2019, en tout cas normalement, un particulier n'a pas le droit d'avoir chez lui des produits phytopharmaceutiques de synthèse. Et donc, nous, c'est ces produits-là qui contiennent les substances qui nous intéressent. Donc, normalement, depuis 2019, il n'y a plus de produits contenant des phytopharmaceutiques de synthèse chez les gens. Alors, il se peut que dans un cabanon, dans une étagère un peu poussiéreuse, il y a encore des produits qui soient interdits. Mais normalement, si on suit la loi, ces produits auraient dû être rendus en 2019. Donc, on s'est dit que bah, le logement à l'intérieur, normalement, il devrait plus y avoir de ces substances-là. Maintenant, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a fait des études justement sur air intérieur, air extérieur, et notamment, ils ont mis en avant que les concentrations en intérieur étaient beaucoup plus fortes que l'extérieur. Donc, en suivant les données qu'on a obtenues dans l'intérieur, on peut supposer que les données à l'extérieur sont plus faibles. Maintenant, c'est une supposition. Effectivement, ça pourrait être intéressant de faire des prélèvements à l'extérieur. Et ça, par contre, ça nécessite de refaire tout un travail d'analyse et de mise en place de protocoles parce que les prélèvements à l'intérieur sont radicalement différents de ce qu'on fait à l'extérieur. Les volumes prélevés sont vraiment nettement plus forts, enfin nettement plus grands en extérieur. Et tout le matériel est différent aussi. Donc pour l'instant, on a vraiment fait un focus air intérieur. Et, euh, et après, bah, si jamais effectivement on peut, on pourrait faire de l'extérieur. Là, il y a notamment un stagiaire qu'on vient d'engager qui va faire une bibliographie sur tout ce qui est pollution de l'air extérieur. Et puis comme ça, on pourra avoir aussi un ordre d'idée comparé entre est-ce que intérieur-extérieur, c'est la même conclusion que ce qu'avait fait l'OCAI pour nos substances. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, parce qu'il y en avait plusieurs en une. Ouais, merci. Ouais. Et sur l'usage, Pierre, je ne suis pas sûr qu'il l'ait montré là, mais il a regardé dans les tonnages vendus annuellement en France les Oui. différentes origines entre phytopharmaceutiques, donc pas à usage domestique, à usage plutôt agricole, effectivement, et les usages biocides, donc plutôt à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur pour le bâtiment, on va dire. Et du coup, ça dépend vraiment des molécules. En fait, certaines de nos molécules qu'on a priorisées vont être plutôt majoritairement utilisées en tant que phytopharmaceutique. C'est ce. Ouais, c'est cette Enfin, donnée-là, ouais. oui, mais c'est pas le comparatif là que tu as fait dans ta thèse. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est un peu plus loin, du coup. Et du coup, ça dépend des molécules. Donc, on a des ordres de grandeur à l'échelle de la France sur les usages. Certaines molécules sont plutôt utilisées en tant que biocides domestiques à l'intérieur de la maison, d'autres sont plus utilisées en tant que phytopharmaceutiques. Ouais. Mais après, nous, c'est plus compliqué d'avoir, en termes de contamination, comme on s'intéresse à l'urbain, le ruissellement des jardins, on ne va pas l'avoir dans nos eaux urbaines. A priori, enfin, je dis pas que. Mais en termes de Mm. flux, je pense que quand on regarde ce qui arrive dans les eaux usées aux entrées des grandes stations d'épuration, on a plutôt le ruissellement urbain que le ruissellement agricole, quoi, je pense. Hmm. Et en plus, on s'est focalisé quand même sur des molécules qui sont à usage domestique, donc plutôt. Ah, Ouais. vas-y, tu veux commenter ce graphique, Pierre? Rapidement. Bah, je sais pas si c'est très clair, du coup, Enfin, nos réponses ou s'il y avait encore des points de... oui, ça c'est le comparatif pour quelques molécules des usages à échelle
de la France. Donc pour certaines molécules, c'est plutôt le bleu, donc c'est plutôt les usages biocides. Et pour le vert, c'est plutôt les phytopharmaceutiques, donc ce qu'on appelle communément pesticides agricoles, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Bon ben, merci. Et il reste aussi donc les usages bâtis, que Marie-Christine a déjà étudié un petit peu dans les précédentes phases d'eau pure et qu'on va continuer dans la prochaine, puisque ces molécules sont beaucoup utilisées dans les matériaux du bâti en intérieur ou en extérieur. Donc il y aura aussi cette source qu'on va un peu plus creuser. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question, ou peut-être Ghassan, tu veux faire une conclusion ou annoncer les prochains Oui, séminaires? moi, en conclusion, je vais annoncer les prochains webinaires au PUR. Donc, le 10 juin, donc toujours entre 13h et 14h, aura lieu un webinaire sur la réglementation concernant l'utilisation des zones non conventionnelles. Ce webinaire sera assuré par José-Frédéric de Hérobé, Martin Seidel et quelqu'un du CD 93. Donc, pour les prochains webinaires, on va essayer d'être en binôme, chercheur opérationnel. Donc, pour le 10 juin, donc, les intervenants José, Martin et quelqu'un du CD 93. Le 9 septembre, pareil, entre 13h et 14h, un webinaire sur la réglementation concernant la gestion des eaux pluviales. Donc, ce webinaire sera assuré par Marie-Christine Gromer, Jérémy Sage et quelqu'un du CD 94. Le dernier webinaire de cette année aura lieu le 12 novembre, entre 13h et 14h, sur la DRU2. Donc, ce webinaire sera assuré par Julien Leroux et quelqu'un du SIAP. Je ne sais pas, ce sera toi, Sabrina, ou quelqu'un d'autre? Oui, oui. Voilà. Donc, réservez ces dates. Donc, 10 juin, 9 septembre et 12 novembre. Et donc, merci à vous tous pour votre participation d'aujourd'hui. Merci Pierre et Adèle. Et je souhaite un bon Merci après-midi et tout à le monde. bientôt. Merci à Merci tous. beaucoup. Bon Bon après-midi. après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.